Bonsoir à tous, soyez les bienvenus comme tous les mardis soirs 20h-21h, c'est iWeek sur Watch TV, toute l'actu Apple en direct. On est en direct pendant une heure avec une jolie bande de complices que je vous présente tout de suite, et je suis très heureux de vous retrouver après cette folle semaine monégasque que vous avez peut-être suivie sur Watch TV. D'ailleurs, pour une fois, je vais commencer par saluer notre participant dans ce côté-là, le plus de ce côté-là, voilà. C'est Eli Abitbol. Eli, c'était très sympa de te voir enfin en vrai. Et oui, c'était très sympa effectivement de rencontrer toute l'équipe de Watch en direct et de voir comment ça se passe, les coulisses d'une émission. Voilà, puisqu'on était à Monaco toute la semaine dernière et en voisin, puisque tu es basé à Nice, tu es venu passer la journée de mercredi en partie avec nous. C'était très sympa de te voir, Eli. Ben, c'est gentil. J'étais ravi aussi. Eh ben, merci d'être là, comme très souvent. À côté de toi, un autre fidèle d'iWeek, c'est Guillaume Jette. C'est moi. Maman, je passe à la télé. Salut Guillaume. Salut. Développeur devant l'éternel. Ouais, mais pareil, faut être développeur, n'exagérons pas. Moi, je suis consultant, surtout comme je le dis. Je suis développeur à mi-temps, voire quart de temps, voire dixième de temps. Voilà. Et attends, j'ai un scoop, j'ai l'Apple Car, je l'ai enfin trouvé. Regarde. Hop, regardez, hop, Apple Car. Elle est pas belle? Et c'est une vraie, elle a vraiment roulé celle-là. C'est un vrai modèle. C'est celle du Mans? C'est celle, alors je ne crois pas que ce soit celle du Mans, je sais pas, mais enfin en tout cas elle existait, et c'est une Porsche 228 S4. Si, on en parle. Que j'ai retrouvé dans ma collecte, tu vois. On en parlait dans la spéciale iCar, d'ailleurs, que je vous conseille de voir ou de revoir en replay sur le site de Watch. C'était très très intéressant cette spéciale consacrée à l'iCar et aux 20 questions que tout le monde se pose sur cette possible voiture Apple en préparation pour 2020 si tout va bien. Oui, mais est-ce que tu sais qu'il y a eu à nouveau une réunion entre Elon Musk et Tim Cook? Donc depuis l'émission, ils se sont rencontrés à nouveau. Tu veux dire à cause de nous? Et certainement, moi je pense qu'ils nous suivent toutes les semaines, hein, c'est incroyable. Certainement. Ouais, c'est surtout pour organiser le barbecue cet été, puis voilà. Je suis sûr qu'ils étaient branchés sur Watch, effectivement, mardi dernier. Il nous reste quand même à saluer le troisième larron de la bande en duplex ce soir, c'est Teddy. Salut Teddy. Salut Benjamin, salut tout le monde, très content de vous retrouver, puis félicitations pour le travail que vous avez fait au MedPi, parce que moi j'ai relayé tout ça sur MyTeddyland, les 4 quotidiennes, et c'était vraiment super intéressant, beau boulot. Oh, écoute, on a juste réussi à accueillir 40 invités en 4 émissions, c'était ouais, pas justement, mal. Une performance avec Samy, vous en êtes très bien sorti, je trouve, et puis c'était vraiment intéressant, parce qu'il y avait de tout, il y avait des objets connectés, il y avait des téléphones, il y avait des ordi, enfin... C'était une belle couverture du MedPi, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu sais, très honnêtement, c'était hyper intéressant. C'était une première pour nous. C'était aussi pour nous mettre un petit peu en jambes parce que d'abord, on prépare les grands rendez-vous de la suite de l'année 2015. On sera à l'IFA à Berlin au mois de septembre. Et puis avant ça, il y a un petit événement la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça se passe du côté de San Francisco. Je crois, si je ne me trompe pas, que ça s'appelle la WWDC. Ça vous dit quelque chose? Ouais, oui. Ça va, ça. Alors, les nouvelles, il y a quand même des nouvelles. D'abord, keynote confirmée, ce sera lundi à partir de 19h heure française. Ce sera évidemment à suivre en direct sur Watch. Je sais pas si vous serez là ou si vous serez ailleurs, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus, évidemment. Je vous retrouverai à un horaire inhabituel, puisqu'on sera lundi et pas mardi. Avec un stream de qualité. Voilà, on démarrera le direct dès 18h30, donc une demi-heure avant le début de la keynote. Et cette keynote, vous pourrez la suivre avec nous en temps réel et en simultané. On vous aidera à comprendre ce qui se passe sur scène à San Francisco. En espérant que ce sera plus intéressante que la Google I.O. que j'ai suivie dans son intégralité et qui était quand même cette année un peu soporifique. C'est vrai que tu étais devant ton écran vendredi. Nous, on était un peu coincés à Monaco sur la fin du MedPi, donc on n'a pas pu faire les deux, évidemment. C'était long, la Google I.O. cette année, il n'y a pas eu d'annonce majeure vraiment intéressante, donc j'ai trouvé ça Google Photo, quoi. Bon, il y a eu 3-4 trucs pas mal quand même. Le Google on Tap était bien. Moi, j'ai trouvé Google on Tap assez intéressant comme concept.
Et puis Google Photos, très intéressant, on va en parler. Et on va en reparler justement de Google Photos. Allez, on va pas brûler les étapes. On va d'abord faire un petit sort à cette WWDC. C'est dans 6 jours, hein, donc tout début de la semaine prochaine. On attend évidemment une keynote qui devrait durer aux alentours de 1h30, 2 heures. Qu'est-ce que vous en attendez? Allez, on va commencer par parler de ce qui n'est pas forcément attendu. On reviendra dans un instant sur ce qu'on attend de manière assez certaine. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, ce qui n'est pas attendu, c'est un four micro-ondes et un lave-vaisselle. A priori. Une enclume Apple, enfin ça on n'y pense pas trop, ça je pense pas. Alors moi, ce que j'ai un doute, c'est le service de musique. Historiquement, chez Apple, tout ce qui est musical, c'est plutôt sur la fin de l'année qui s'annonçait. En même temps, bon, alors avant, il y a des annonces sur des iPods, des trucs comme ça, mais plutôt en fin d'année. Je trouve pas que ce soit orienté développeur, alors que la WWDC, la keynote, les dernières années, reprenait une orientation purement développeur, ce qui était plutôt une bonne chose. Présenter un service de musique face aux développeurs, je suis pas sûr que ce soit si pertinent que ça. Donc j'ai un doute là-dessus. Pourquoi pas, mais j'ai un gros doute. Je pense que il y aura déjà beaucoup de choses à dire à propos d'iOS 9 et OS 10, surtout s'ils présentent aussi une nouvelle Apple TV. Donc, pour moi, la musique, je serais surpris que ce soit annoncé. Pourquoi pas? Mais je serais très surpris. Pour répondre à ta question, Benjamin, moi quelque chose que j'aimerais beaucoup voir arriver, mais que je sais n'arrivera pas, parce que voilà, je suis un passionné de casques, et donc comme Apple avait racheté Beats, moi j'aurais bien voulu voir un casque designé par Apple. Ça aurait pu être sympa, mais je pense pas qu'il se lance dans une gamme de casques, dommage. Parce que pour je pourrais faire, mais à mon avis, c'est présente, c'est fin d'année, quoi. Ouais, pas à ce moment-là, oui. Pas à ce moment-là. Et par contre, on va rappeler que donc elle s'appelle la WWDC, hein, donc c'est Worldwide Developer Conference, c'est la conférence donc développeur Apple. Il y a quelques années, on pouvait y aller relativement facilement si on était développeur. En gros, il suffisait de payer le billet d'entrée qui est d'environ $1,500 et puis évidemment de payer l'avion, l'hôtel, etc. Aujourd'hui, il y a tellement de demandes que ça fonctionne sur un système de tirage au sort, hein, de loterie. Ouais. Et même il y a quelques années, en fait, c'était plus intéressant que ça. Même il y avait des développeurs et même aussi tout ce qui était administrateur système c'était fortement, ça pouvait être très intéressant d'y aller puisqu'il y avait un parcours pour les administrateurs informatiques. Administrateur système, c'est à l'époque où Apple avait l'ambition sur le marché serveur, où elle avait encore les Xserve, Xan et toutes ces technologies-là qu'elle a abandonné malheureusement ces dernières années. Et donc du coup, là, il y a plus ce parcours-là. Donc là, il faut être purement développeur. C'est très très demandé. Il y a beaucoup de demandes, il y a peu d'élus. Donc c'est le tirage au sort. Il y a une année où c'était le plus vite qui gagne, le plus rapide qui gagne. Bon, là, ils ont arrêté ce principe. Là, c'est tirage au sort avec quelques places réservées pour les grands développeurs, grands noms de développement, je pense. Et par contre, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de vidéos diffusées. Et pour celui qui a gagné les enchères du déjeuner avec Tim Cook. Oui. Je sais pas s'il y a invité aussi. Il y a 2 places VIP, je crois. 2 places VIP, il a bien raison. Loterie où quand tu gagnes, à $200 000, je crois qu'il peut. Ils le font monter sur scène, le gars. Écoute, moi j'en ai fait 5 ou 6 de ces conférences, et c'est vrai qu'au départ ça coûtait même $500, hein, donc après c'est passé à 750, 1000, puis 1500, et c'était des moments magiques. C'était vraiment une semaine extraordinaire parce que tu es en vase clos avec 2000 ingénieurs d'Apple, donc des gens dont tu as parfois entendu parler, mais des passionnés. Et autour de toi, il y a des développeurs et des passionnés. Donc, c'est vraiment un moment magique. Mais ça devient de plus en plus technique. Je suis d'accord avec Guillaume. Mais ça ne me surprend pas que ça devienne technique. Hein. C'est développeurs, c'est pour ça. D'ailleurs, la keynote, c'est plutôt la vitrine grand public de la conférence développeur. Ce qui est assez marrant, ce que me disait l'année dernière, c'est que quand Apple a présenté Swift et a présenté les technologies autour du langage Swift, donc son nouveau langage de programmation, il y a beaucoup de gens qui disaient mais c'est pas du tout pour nous. Ça c'est quand même vachement compliqué. C'est une conférence développeur, c'est dans le nom. Donc c'est un peu intéressant. Mais à une époque, c'était fortement écarté justement de ce public développeur. Les keynotes de WWDC étaient orientées vraiment grand public. Là, ils recentrent aussi pas mal sur le cœur développeur, ce qui est pas plus mal. Oui, ça fait pas de chose. Bien sûr, moi je suivais le marketing track et en fait, il y avait des sessions qui n'étaient pas forcément du code et c'était sur les technologies, sur les directions que prenait Apple et ça permettait à quelqu'un, avec quand même un background technique, mais ça permettait à quelqu'un de suivre des séances assez intéressantes. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est d'ailleurs que l'application WWDC est déjà sortie, est déjà disponible. Et alors malheureusement, j'ai pas le lien de vidéo ou quoi que ce soit, mais dans les conférences annoncées, il y a toujours des conférences
Mystère. Avec des noms. C'est vrai. Voilà, il y a des trucs, par exemple, il y en a une, c'est celle-là, vous allez entendre beaucoup parler. Alors, on ne sait pas de quoi ils vont beaucoup parler, mais apparemment, on va beaucoup entendre parler. Donc voilà, il y a des choses très, très mystérieuses autour de ça. Et c'est là où ça va être le plus intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'ils vont mettre là-dessus. À voir. Alors, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Qu'est-ce que, par exemple, l'année dernière, ou c'était il y a 2 ans, parce que le temps passe vite, le nouveau Mac Pro, c'était l'année dernière? Non, il y a 2 ans. Non, 2 ans. C'était il y a 2 ans. Déjà, il y a 2 ans. Oui, puisqu'il était fin 2013. C'était bien à la keynote de la WDC. Tout à fait. Ah, alors, est-ce qu'il pourrait y avoir soit une grosse mise à jour, soit quelque chose d'aussi radicalement nouveau lundi prochain? Sur le Mac Pro, non. J'y crois pas, les processeurs... Au niveau hardware, je pense qu'à part la boîtier Apple TV, il n'y aura rien. C'est ça. C'est la seule chose. Pas de nouveau Mac lundi prochain pour vous? Je pense pas. Les Mac, on a vu, ils ont fait une mise à jour de la gamme. Il y a eu une possibilité de mise à jour, on a dit, c'est le MacBook Air. Je pense que s'ils l'ont fait justement il y a 2-3 semaines, c'est pour pas avoir à y revenir durant cette conférence, quoi. Il y a une machine qui n'a pas évolué depuis 1 an, c'est le MacBook Air. Ouais. Et là, c'est la seule à peu près sur laquelle on pourrait envisager effectivement une mise à jour intéressante. Mais c'est pas une machine de développeur non plus, le MacBook Air. Le Mac Pro, c'est pas une machine de développeur, c'est pas la question. Le Mac Pro, je veux dire, c'est même pas le Mac Pro n'est pas une machine de développeur. La plupart des développeurs aujourd'hui, ils achètent des iMac. Ils vont pas acheter un Mac Pro pour faire ça. Le Mac Pro, c'est une machine pour faire le Pro, hein, et pour se faire plaisir quand on a envie. Moi, je l'ai fait. Mais sinon, ça reste une machine. C'est pas forcément une machine de développement, le Mac Pro. C'est vrai. Oui, mais pour beaucoup de gens, ils préfèrent prendre 4 Mac Mini qu'un Mac Pro. Oui, mais le Mac Pro était un message. C'était pour passer le message qu'il allait y avoir une machine produite aux États-Unis, alors qu'il y avait eu des discussions sur la Chine, les conditions de travail, etc. Et Tim Cook voulait absolument recentrer le débat en disant mais nous sommes capables de fabriquer une machine aux États-Unis et on va vous le prouver. Et il y avait eu tout un argumentaire autour de ça. Moi, l'Apple TV, j'y crois parce que l'Apple TV, il y a un sens pour les développeurs si c'est un Apple TV qui s'ouvre par exemple aux apps. Il faut expliquer aux développeurs comment faire des apps pour l'Apple TV. Donc, et là, ça a tout son sens. Alors, est-ce qu'on peut rappeler l'Apple TV, c'est ce petit boîtier qui est grand comme deux jeux de cartes qu'on branche en HDMI sur sa télé. À quoi il sert si vous deviez l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas l'Apple TV? Alors, il y a deux rien, fonctions. Tu dis, Guillaume? Non, c'est très très utile. C'est très utile. Moi, je le montre tout le temps chez nous. Il y a 2 fonctions. Ça permet, quand on a un appareil récent, que ce soit un Mac, que ce soit un iPhone ou un iPad, de faire du push, c'est-à-dire d'envoyer sur sa télé des photos, des vidéos ou de la musique sans fil. Ça, c'est le côté, l'utilisateur pousse des choses vers sa télé. Le deuxième mode, c'est on est assis devant sa télé avec une télécommande à 4 boutons, ultra facile à utiliser, et on va chercher les photos, les vidéos et les musiques qui sont stockées sur son ordinateur. Ouais. Donc ça marche dans les 2 sens. Alors moi, mon problème juste, c'est qu'en fait, j'ai plus de prise HDMI suffisante sur ma télé, donc je peux pas le brancher. En fait, il y a déjà trop de choses. J'ai une PlayStation, j'ai 3 consoles dessus, la Wii U, machin. Et en fait, au final, je me retrouve Moi, j'ai pris le parti plutôt d'utiliser un Mac Mini comme Media Center, donc qui fait l'accès aussi à la télévision, l'enregistrement, etc. Après, le boîtier Apple TV est très intéressant, effectivement, utilisé en conjonction avec un appareil iOS ou un Mac aujourd'hui. Ça reste quand même le super plug and play, c'est facile d'emploi, c'est très intéressant, mais ça manque d'ouverture. Alors, ça manque encore d'ouverture à l'extérieur. Voilà. Ouais. Exactement. Encore plus en Europe. Alors, aux États-Unis, le nombre de chaînes commence à être assez conséquent. Le nombre de chaînes accessibles, donc chaînes numériques accessibles, et ça devient pas mal. Enfin, vraiment, c'est intéressant. En Europe, ça manque encore un peu de contenu, à part Canal Play et puis quelques autres trucs en plus. Mais toutes les chaînes, par exemple, classiques, ne sont pas disponibles sur Apple TV, ce qui est un peu dommage. Ça a un sens aujourd'hui d'ouvrir l'Apple TV aux apps, celles qu'on utilise déjà sur l'iPhone, l'iPad, etc. Parce que finalement, sur la télé, tu peux imaginer, par exemple, je sais pas, tu as des jeux installés sur ton iPhone et pouvoir y jouer sur l'écran de ta télé via ce boîtier. Tu le fais déjà. L'iPhone te sert de télécommande. Mais ça, on le fait déjà. Tu le fais déjà en streaming, non. Donc à la limite, aucun intérêt. Ouais. Les jeux de course et tout ça le font déjà. C'était Asphalt, ou je sais plus lequel qui le faisait. Il y a d'autres jeux qui le font. Donc ça, je pense que c'est pas forcément indispensable dans Apple TV pour ça. La question, c'est est-ce que ça peut devenir une console indépendante ou est-ce que ça peut devenir quelque chose de totalement indépendant? Je te le dis, je disais ça, quoi. N'oubliez pas qu'il y a quand même une fonction dont on a beaucoup parlé récemment et qui va nous permettre d'enchaîner sur un autre sujet, c'est qu'on a beaucoup parlé de ce nouvel Apple TV comme étant un relais pour HomeKit, c'est-à-dire le boîtier de contrôle principal et qui permettrait en même temps de faire un relais et de connecter les différents appareils. Donc HomeKit, je rappelle,
pour faire de la domotique et de la sécurité. Donc c'est un système de domotique et d'alarme dont on a parlé depuis 1 an. Bon, tu veux qu'on passe à HomeKit? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer à HomeKit tout de suite et revenir à la suite de la WWDC après HomeKit. Effectivement, HomeKit, c'est un peu le sujet du jour. On attendait depuis presque 1 an maintenant, parce que HomeKit, ça date de la WWDC 2014. Hein, l'annonce de c'est plus qu'un kit de développement, c'est presque les bases d'un nouveau standard qu'Apple essaye d'imposer, on va dire, hein, pour être clair. Oui. Et les produits se faisaient attendre. Oui, et il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi ça serait repoussé à la fin de l'année, etc. Et Apple a dit non, ça sera disponible dès le mois de juin. Et donc, il y a eu les premiers communiqués de presse aujourd'hui. Alors, je vous rappelle, pour être compatible HomeKit, il faut 3 choses. Il faut que les appareils soient soit Bluetooth 4, donc basse énergie, soit Wi-Fi, donc l'un ou l'autre, et dans tous les cas, qu'ils acceptent de fonctionner avec Siri. Ouais. Alors, pour pouvoir avoir des scénarios. Ouais. Voilà. Donc, alors, il y a eu plusieurs annonces. Il y a eu une avalanche d'annonces aujourd'hui concernant HomeKit. Tous les constructeurs s'étaient concertés avec Apple. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que les annonces aient lieu aujourd'hui, donc mardi 2 juin, et pas lundi prochain. Comment vous comprenez ça? Les mystères d'Apple. Il y avait un embargo, en tout cas. Moi, j'en ai discuté avec les gens d'Elgato. Il y avait un embargo jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, tout le monde était prêt et dès qu'ils ont pu se lâcher, ils sont allés à fond. Ouais, absolument. Ça. Alors, on va commencer par parler d'une marque que vous connaissez certainement si vous êtes sur Mac, si vous faites de l'acquisition vidéo. C'est Elgato. Elgato qui a donc officialisé aujourd'hui une gamme qui avait été préannoncée en fait au CES de Las Vegas au mois de janvier. Alors, l'histoire est assez rocambolesque parce que pour vous donner les détails, en fait, Elgato avait travaillé sur une gamme de produits domotiques juste avant l'annonce d'HomeKit. Elle était prête à sortir au mois de septembre dernier. Et donc 2 mois avant, quand Apple a annoncé HomeKit, Elgato s'est dit on va repartir d'une feuille blanche et redévelopper une gamme qui intègre évidemment HomeKit. On a profité du MEDPI, donc de notre présence à Monaco la semaine dernière, pour rencontrer Gil Schleier, le responsable des ventes à l'international de Elgato. Et on a enregistré cette interview dans laquelle il nous présente en avant-première cette nouvelle gamme de produits donc compatibles HomeKit d'Elgato. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. Oui, on a profité du MEDPI, de la présence de Watch ici à Monaco la semaine dernière pour rencontrer Gil Schleier de Elgato. Bonjour Gil. Bonjour. Gil, donc, qui représente Elgato qui fait cette annonce très importante ce mardi, qui concerne évidemment l'univers Apple, puisque c'est l'un des tout premiers, sinon le premier produit compatible HomeKit. Gil, tell us about Eve. I know that you've announced the project at CES, but since today it's a reality, right? A lot of things happened. Yes, correct. We're excited as Elgato. We're working for the system more than 2 years now. Actually, we planned to have an island standalone solution a long time ago, and then Apple announced last June, Apple HomeKit, a system for home, and we said, okay, it doesn't make sense to have a product itself next to Apple. So we said, okay, we want to be Apple HomeKit compatible, and here are the first 4 products from us that are certified by Apple and going to be launched very, very soon. So can you tell us about each of the products? What are they for, and what is the global philosophy? I certainly can, yes. Maybe let's start with Eve Weather on the right-hand side. Eve Weather is a product. It's for outside. It's a sensor to measure the temperature, humidity, and air pressure. It saves all the data on this little chip. And if you pass by with your phone, with an iOS device, it sends the data via your phone to the cloud. Okay. If you want to have access from outside, Apple will solve this problem by having the Apple TV, even the current one, as the gateway to outside. Okay, so that's one of the products. How many products altogether in the? What we're presenting today is 4 products. 4 products. We have much more in the pipeline that we're going to launch very soon. So Weather is the first one. Yes, what's next? So Weather is the first one with a price point of $49.95. Okay. The next one is Eve Room. It's a product for inside. It's very similar to the Eve Weather. It's a sensor for inside. But on additional to the sensors from the outside, it has a VOC sensor.
It means volatile organic compound, measures the air quality. This will have a price point of $79.95. Then we have door and window. It's a sensor to just detect is the window or the door open or closed. Just open, closed. What is it for? It makes sense in the whole environment. If you in future, for instance, say, okay, someone opened the window, the heating goes down. It's all our products. This lineup of Eve is intended to give you more comfort. So you want to know what happened. Why did the temperature fall down so quickly? When did someone open the door? What changed in your home? So this product will help you to detect this. Okay. It will have a price point of $39.95. 39. Yes. Okay. But you need one for each window. You will need one for each window. Yes, that's Okay. the challenge. But the good thing, our products, you can start with only one. It works. You don't need any bridge. It's like 1 minute to set up. Just add accessory, and that's it. They're all independent, right? Exactly, all independent. And the last one? The last one is Eve Energy. What you see, it's a energy plug. So using maybe it's just a simple basic function of on-off. Yes. But you can turn off on the plug itself. There's a button. You can turn it on and off on the app, saying yes. And HomeKit, the great thing, all the products gonna be controlled by Siri. So Apple Siri, you can say, Siri, please turn on my dishwasher. Please turn on my lamp. It will happen. And the good thing with Apple HomeKit, this is why we're so excited, all products that are going to have the Apple HomeKit logo on the packaging and are certified by Apple will work together. So if you have one product, if you decide to buy an Elgato product, in the future you want to extend to a product that we might don't have, you can do so by just looking as a consumer at the Apple HomeKit sign. So you mean that even from another maker, you can control the product with the same app, right? This is Apple HomeKit, the system. It has three kind of characteristics. The one is controlled by Siri. The other one is secure. It's really Apple controlled. Everything is encrypted. Apple has no access to the data itself, and you will be able to do some scenes in the future. Siri, I'm going to bed now. So dim the light, turn off my heater, and lock the door. How was it to develop for HomeKit? Because you're one of the very first, if not the first. Are you the first? We don't know yet. We'll be first on the market. We will ship in July. So we are really in a high production phase at the moment. We're very excited. And it's a developing system, and we are very excited to see what happens next. And the WWDC developing conference will give us maybe some more updates. And then we will see who else will be on the market. Voilà, on verra la suite de cette histoire qui concerne donc Elgato, sans doute la semaine prochaine, à partir du 8 juin, avec cette conférence développeur Apple qui ouvre à San Francisco, et une keynote que vous pourrez suivre évidemment dans iWeek sur Watch TV. Merci beaucoup Gil. Welcome. Et à bientôt. Voilà, Congratulations Benjamin, Chris Job. Oui, je suis double, je suis triple même si je veux, mais je suis revenu en mode solo. Voilà, donc c'était il y a quelques jours à Monaco. Intéressant hein, cette arrivée d'Elgato. C'est une marque que j'aime bien. En général, ils sortent des produits qui sont des chouettes produits, très bon support, je tiens à le dire. Très bon support et une très bonne ergonomie. Absolument. Ouais, voilà. Très bon support. Moi, j'utilise le boîtier TV depuis des années, et c'est un produit qui est très satisfaisant, vraiment bien, et leur support est vraiment bien. Voilà. Donc, je trouve que Elgato se lance là-dedans, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Si j'attends aussi qu'ils fassent des mises à jour du côté de leur logiciel ITV. Mais en même temps, moi, ce qui m'a intéressé. On parlait tout à l'heure de l'Apple TV et de son application sur HomeKit. Ouais. J'ai repensé en même temps à un produit qu'Amazon a sorti il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Amazon Echo. Vous avez entendu parler de ce truc-là? Non, dis-nous. C'est sorti aux États-Unis. En fait, c'est une sorte d'enceinte qui t'écoute toute la journée. Tu peux lui parler, elle te répond. Et tu peux lui demander des informations, tu peux lui demander plein de choses. Et en fait, après, c'est Amazon, hein, donc ça veut dire que l'idée, c'est aussi de se dire je peux rajouter des éléments sur ma liste de courses, des choses comme ça. Mais tu peux lui poser des questions et tu peux aussi contrôler ton environnement en lui parlant, en fait. C'est un peu comme dans Star Trek, quand ils disent ordinateur, donnez-moi les informations sur ceci, cela. Vous pouvez faire la même chose, en fait, de n'importe où dans la pièce de votre maison. Ça a l'air assez... j'ai lu des tests un petit peu là-dessus, c'est assez puissant.
Même si ça pose toujours des questions sur le fait qu'un appareil vous écoute en permanence et envoie des informations éventuellement vers Amazon, et qui risque de vous écouter. Mais moi, je me posais la question de savoir si Apple pouvait penser à faire un truc dans ce genre-là, savoir un périphérique qui vous écoute et vous dit, dis Siri, est-ce que tu peux allumer la lumière dans le salon, sans besoin d'avoir justement d'aller chercher votre téléphone. Oui, mais c'est ce qu'on attend. Oui, je suis d'accord. Ça pourrait faire partie des idées pour la semaine prochaine, ça, non? Voilà. Ou évidemment, absolument. l'autre solution, l'Apple Watch. Puisque Apple Watch, contrôle, tu l'as tout le temps sur toi et tu peux contrôler ton environnement à la voix avec ton Apple Watch. Tu as remarqué qu'en 2 temps, 3 mouvements, je t'ai trouvé la Et ça, si c'est pas la classe absolue, je suis épaté. T'as vu ça un peu? Ouais, ça, c'est la classe, rien à dire. Donc voilà. Par contre, moi, je suis pas pour qu'il écoute tout le temps. Moi, ce que j'avais entendu, en tout cas, de l'Apple TV, c'est qu'il y aurait une télécommande à un bouton, donc Siri, plus une partie tactile. Donc, en fait, ça marcherait à partir du moment où soit on appuie sur le bouton, ou soit on dit Hey Siri sur l'Apple Watch ou sur le téléphone, etc. Mais pas en permanence. Et là, tu vois, alors, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on commence à dire dis Siri et que les gens écoutent avec leur iPhone allumé, ça va déclencher leur iPhone, ça va déclencher des trucs. Là, c'est marrant. Dis Siri, lance l'application Watch TV. Alors, vous avez entendu que Elgato donc annonçait la dispo de ses produits pour le mois de juillet, donc c'est le mois prochain, donc c'est pas tout de suite. Et alors c'est un peu la course à l'échalote, parce que il y a eu beaucoup d'annonces aujourd'hui. Évidemment, on regarde aussi du côté des disponibilités. Apparemment, il y a certains produits qui seraient disponibles dès aujourd'hui. Je pense notamment à ce boîtier de chez Insteon. Alors c'est une dispo très limitée, parce qu'ils ne sont pas encore en magasin. Et je crois que c'est aux États-Unis uniquement. Que aux US, et je crois qu'on les trouve pour l'instant uniquement sur chez Amazon et sur le site smarthome.com. Donc il n'y aura pas de disponibilité large avant le mois prochain. Il y a en fait toute une ribambelle de marques qui ont annoncé des produits aujourd'hui. Il y a aussi par exemple Ecobee. On est toujours dans l'univers de la maison à chaque fois. Finalement, est-ce qu'on va pas se retrouver avec des dizaines de produits qui font tous la même chose? Je pense, à un moment donné, il y aura des morts. De toute façon, ça ne fonctionnera pas pour tout le monde. Bon, après, là, dans tout ce qui est présenté, là, il y a, par exemple, pour la France, il n'y a que les produits d'Elgato qui sont commercialisés. Les autres, ils ne seront pas chez nous. Mais c'est vrai que s'ils se mettent tous à faire plus ou moins la même chose, ils ne vont pas tous fonctionner, je pense pas, à mon avis. Dans la liste qu'avait publiée Apple l'année dernière, il y avait 170 marques. Donc, pour faire de la domotique, ça fait, à un moment donné, ça capte de la température, ça détecte des ouvertures de portes et ça allume ou ça éteint des prises. Donc, si vous aimez contrôler vos prises à distance, vous allez être gâtés. Parce que là, vous allez pouvoir vous régaler dans toute la maison. Oui. Et là, je pense qu'Elgato a 2 avantages. D'abord, leurs logiciels, généralement, sont beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus agréables à utiliser que les autres. Donc ça, c'est un point positif. Et deuxièmement, le positionnement du prix, moi, j'étais très surpris. Je pensais que ça serait beaucoup plus cher. Ça fait 2 ans que je suis vraiment la domotique. J'ai vu un peu tout ce qui se fait. Et là, franchement, j'étais surpris. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ouais, les tarifs sont intéressants. Si ça va vraiment faire du plug and play pur et dur, c'est vraiment pas mal, parce que c'est vraiment le seul problème, c'est que toutes les solutions domotiques, déjà il y a des problèmes de compatibilité entre les différents produits, c'est toujours un peu compliqué. Et en plus, avoir une solution que tu branches et tu peux contrôler avec ton iPhone, c'est super sexy. Moi, je rêve de me dire, j'arrive devant chez moi et je dis Siri, ouvre le portail, et que ça ouvre le portail de chez moi. Ça y est, le 25e siècle est parmi nous. Au moins. C'est vrai qu'en termes de prix, c'est pas délirant. On voit les prix là sur la page française. Le produit le plus cher est en dessous des 80 €, quoi. C'est donc le capteur pour les pièces intérieures, donc le room. Même le capteur extérieur est moins cher, il est à moins de 50 €. Et puis les prises, les prises sont 50 € quand même, les prises connectées. Ça c'est pas donné en revanche. Par contre, ça c'est cher. Oui, c'est vrai. Mais après, d'autres constructeurs pourront sortir d'autres solutions compatibles HomeKit. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a la compatibilité entre les produits HomeKit. Oui. Et là, il y aura des ouvertures sûrement très, très pertinentes. Ouais, ça c'est vrai que Gil insistait là-dessus. C'est vrai qu'avec leur appli, on contrôle les produits HomeKit de n'importe quelle marque. Bah oui. Donc, on n'a pas installé 50 applis, en fait. C'est ça. Finalement, on choisira l'appli qu'on veut. Oui. Celle de Philips contrôlera aussi bien les produits Elgato, par exemple.
Ça pourrait. Voilà. S'ils sont compatibles, oui, bien sûr. Ah bah s'ils sont compatibles HomeKit, a priori c'est le cas, non? Oui, oui. Ils n'ont pas annoncé officiellement, hein, Philippe, ça qu'il l'était. Enfin, bon, alors j'ai dit Philippe, j'ai dit une bêtise, mais... Ouais. Mais bon, on va dire Withings par Philips. exemple. Withings probablement, et Philips aussi. Hein, on leur a posé la Philippe, question. forcément y venir de toute façon. Donc, Normalement, ça devrait être le cas. bah, oui. De toute façon, ça va venir petit à petit, je pense. Après, c'est comme pour tout. C'est à partir du moment où il y a un mouvement, une émulation qui se crée, si vraiment ça y va, les constructeurs vont suivre. Et Apple est très bonne pour ça, justement. C'est faire l'impulsion initiale. Et les constructeurs, en fait, ils se disent bon, il y a quand même quelque chose qui se passe là. Faut peut-être qu'on y aille. Et au bout d'un moment, ils y vont. Donc, je pense que même s'il y a pour Apple même si au début ce sera pas forcément, alors faut pas non plus s'attendre à ce que HomeKit soit un raz-de-marée dès le premier jour, mais je pense que là-dessus les annonces de WWDC sont peut-être intéressantes justement, et s'ils ont un produit qui pousse bien cet environnement, ça peut donner des choses sympathiques. Voilà. En fait, s'il faut pas un module central et que tu peux rajouter des prises, admettons pour 20-30 euros, et tu as des prises qui vont t'allumer ta machine à café, je sais pas, une lampe dans le salon, etc. Et que quand tu arrives, ou quand tu te lèves le matin, tu es à côté de ton lit, tu dis à ton iPad qui traîne, c'est bon, je suis réveillé. Et donc, du coup, tu as ta machine à café qui t'attend à la cuisine, ton café est prêt. Ça va passer loin, Elie, ça va passer loin. Et c'est un Il faut début. quand tu te réveilles, t'as même pas besoin de le dire, il le sait que tu te réveilles. Donc, mais tu déconnes, mais avec les bracelets connectés et trucs comme ça, c'est ce qui va se passer. Ben, c'est sûr. Absolument. Avec les habitudes, bien sûr. Voilà, On va donc devenir des grosses feignasses. ça va bouger, et maintenant que ces produits arrivent pour de vrai, sans doute que ça va avoir un joli succès, parce que Je faut quand même se rendre compte quand même qu'on arrive aujourd'hui. Ouais. On arrive quand même aujourd'hui à avoir effectivement les technologies dont on rêvait dans les séries des années 60, 70, 80. On commence à voir ça vraiment chez nous. Quand on parlait de pouvoir rêver de pouvoir parler à sa voiture dans K2000 avec sa montre, on peut quasiment le faire aujourd'hui, même si elle ne se pilote pas toute seule. Mais quoi que la voiture qui conduit toute seule existe aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ça existe. Les Google Cars et autres commencent à le faire. Mais tu sais, ça renvoie même, Guillaume, ça renvoie même plus loin. Ça renvoie presque à Jacques Tati, à mon oncle là, par exemple. Mais alors j'ai pas vu mon oncle, il paraît que c'est une grave erreur, il faut voir mon oncle, donc un jour je le verrai. Mais c'est cette maison un peu automatisée, quoi, c'est ça, hein. Voilà, c'est ça, on y arrive. T'as pas vu mon oncle, Guillaume? Non, c'est pas dans ma culture ciné, mais bon, il paraît que c'est un oncle, donc un jour je le verrai. Je pense qu'on va se cotiser pour t'offrir. Écoute, je n'ai vu Le Silence des agneaux que la semaine dernière pour la première fois, donc tu vois, je suis un inculte. Bon, en tout cas, par rapport à ce que disait Guillaume de parler à sa voiture, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui. Donc la société qui avait développé Remotes, donc pour pouvoir contrôler une Tesla depuis son Apple Watch, ils ont sorti une nouvelle version qui permet de parler effectivement à sa voiture. Donc on peut dire démarre la voiture ou lance la clim, etc. Il y a déjà une vidéo sur YouTube qui le montre. À travers l'Apple Watch, on parle à sa voiture. Bon, on va y revenir à l'Apple Watch. Alors, je vous dis tout, on a évidemment un conducteur très précis pour l'émission. Autant vous dire que là, on a tout fait voler en éclats, comme d'habitude, grâce à Elie. Merci Elie. C'est pas grave, on va retomber sur nos pattes. On est parti de l'Apple TV pour arriver à HomeKit. Voilà, je pense qu'on a fait une bonne section sur HomeKit. De toute façon, on va en reparler la semaine prochaine, lundi, donc 18h30. Hein, ne ratez pas le rendez-vous pour suivre la keynote de cette conférence développeur Apple en direct et en intégralité sur Watch TV. On va revenir à cette WWDC. Voilà, l'épicentre du changement. Il y a toujours des messages dans les logos et les titrailles d'Apple. Épicentre, ça fait penser à un tremblement de terre, forcément. Ouais, alors après, je me méfie des effets d'annonce d'Apple, parce que parfois ils ont tendance à dire on vous annonce des trucs, ça va renverser le monde, tout ça. Une fois ils l'ont fait en disant l'annonce qui a tué le monde, qui a renversé le monde arrive demain, et puis c'était juste l'annonce des Beatles sur iTunes, si tu veux. Donc je me méfie un peu de leurs effets d'annonce. Non, ce qui est intéressant, c'est... J'ai une hypothèse. Allez, vas-y. Bon, on sait qu'Apple va montrer la nouvelle version d'OS 10, on est d'accord? Classique, oui. Bon, d'ailleurs, qui va s'appeler OS 11. 10.11. OS 10.11. Non, 10.11. Ça va devenir compliqué. On comprend pourquoi Microsoft passe de 8 à 10, c'est plus simple, mais comment on va l'appeler celle-là? Après, c'est San Andreas, à mon avis. Elie, et voilà, exactement. C'est forcément San Andreas. Alors, San Andreas, c'est pas très vendeur. Non, mais c'est pas très positif. Et alors, normalement, les noms d'OS, c'est plutôt des lieux intéressants. San Andreas, je sais pas. Je sais pas. J'ai un doute.
Tu sais quoi, envoyez-nous vos hypothèses pour le nom de la prochaine version d'OS 10. Après voilà. Yosemite, et le gagnant gagne une Tesla. Voilà. Après, grâce à un généreux donateur dont nous ne donnerons pas le prénom à l'antenne. Non, sérieusement, iWeek TV, c'est le hashtag pour participer, comme ça pour le fun. Envoyez-nous vos tweets avec vos idées, vos hypothèses de nom pour la nouvelle version d'OS 10. Que va choisir Apple après Yosemite? Est-ce que ce visuel et ce titre, l'épicentre du changement, est une indication? Voilà. San Andreas. Alors, ce qui m'embête quand même, voilà, la faille de San Andreas, c'est quand même une faille à la base. C'est quand même une faille, ouais. Faille de sécurité, tout ça, donc je pense pas qu'ils aillent là-dedans, c'est un peu étonnant. Et normalement, c'est plutôt des lieux intéressants, même si la faille de San Andreas, tu peux la visualiser en Californie centrale, apparemment, il y a des photos. Et puis, je sais pas, il y a surtout un film qui vient de sortir. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est dans le logo, c'est cette forme que tu vois un peu au milieu du logo, qui quand même clairement, ça donne Apple TV. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Qu'on vienne là. Ou d'autres choses. Oui. Ça, c'est intéressant, Guillaume. Mais on n'a pas parlé d'autres éléments qui reprennent la même forme. La forme de l'Apple TV, n'oubliez pas, c'est par exemple aussi celle des bornes AirPort Express. C'est exactement la même forme. Et est-ce qu'à un moment, Apple ne va pas essayer de faire fusionner un peu tout ça? T'as une capsule, par exemple, vous savez aussi, la grosse borne, t'as une capsule. Parce que si on regarde de haut, ça peut être aussi une time capsule, par exemple. Mais c'est vrai, tu as raison, ça ressemble effectivement beaucoup à un Apple TV vu du dessus. Ouais, et sur les côtés, on pourrait voir des Apple Watch. Et par contre, les ronds, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est rond chez Apple? Les Mac Pro, c'est bizarre. Donc est-ce que l'Apple TV serait au cœur de ce séisme technologique? Pas impossible. Oui, ça serait tout à fait possible. Tu sais quoi, j'avais pas repéré cet Apple TV dans ce design. Oui. On a bien fait de t'inviter, Guillaume. On a bien fait de t'inviter. Mais tu sais qu'après, alors attention, après, tiens, une petite anecdote rigolote. Je lisais il y a pas très longtemps, j'ai commencé à relire le livre Revolution in the Valley. Alors c'est un excellent livre si vous voulez connaître cette histoire d'Apple, l'origine du Macintosh. Donc c'est écrit par un des développeurs, un des ingénieurs qui a travaillé sur le premier Macintosh. J'ai plus son nom de tête, mais je vais le retrouver. Et donc il raconte plein d'anecdotes sur l'histoire de la création du Mac. C'est un bouquin super passionnant. Ça se lit mais vraiment très facilement. Et il raconte justement qu'à un moment, vous savez que les boutons du Mac, ils sont arrondis. Ils arrondis. C'est pas des rectangles. D'accord. Et à un moment, donc Steve Jobs a dit non, mais il faut que les boutons soient arrondis. Et Bill Atkinson, le développeur, a dit non, mais attends, t'es gentil, c'est des boutons arrondis, ça va être l'enfer à programmer. Et je vais pas m'amuser à faire ça. Et en fait, il a dit mais attends, mais regarde autour de toi, les arrondis, il y en a partout. Et c'est vrai que les panneaux de signalisation, tout ça autour de lui, il a montré dans la rue qu'il y avait plein de choses avec des coins arrondis. Et c'est pour ça qu'en fait, les premiers boutons du Mac, enfin tous les boutons de l'interface, par exemple, sont arrondis. Et là, on retrouve aussi cette idée de carré, mais avec des bords arrondis autour. Et tous les produits Apple aujourd'hui, d'ailleurs, sont arrondis si vous regardez bien au niveau des bords. Donc voilà, l'épicentre du changement. Réponse, ce sera lundi prochain, dès 18h30 sur Watch en direct avec un iWeek spécial pour cette keynote de la WWDC. Keynote qui démarre, elle, à 19h heure française, qui sera live streamée par Apple, à condition d'avoir évidemment un appareil compatible, donc un Mac ou un appareil sous iOS ou un boîtier Apple TV. Oui, tout à fait. D'accord? C'est ça, hein? Oui. Bon, on va passer au reste de l'actu. On va marquer une toute petite pause. Vous voulez bien? Ok. Pas de problème. À tout de suite. Voilà, reste de l'actu de cet écosystème Apple qu'on suit toutes les semaines dans iWeek sur Watch TV. On va commencer par l'une des annonces de Google I.O., donc l'équivalent finalement de la WWDC d'Apple, mais organisée cette fois par Google. D'ailleurs au même endroit, hein, c'est au Moscone Center à San Francisco. D'ailleurs les logos de l'un vont remplacer les logos de l'autre, c'est assez rigolo. Et l'une des annonces de cette conférence, ça a été un concurrent potentiel pour le Photo d'Apple, qui s'appelle aussi Photo, mais cette fois chez Google. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder Google Photo? Oui. Non. Voilà, on passe la main à Ellie alors directement. Cet après-midi, mais j'ai encore pas vraiment eu le temps de regarder plus en détail. Mais non, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait déjà sur Android, quoi. L'avantage, c'est que par contre, il n'y a plus besoin d'avoir forcément un compte Google Plus pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir partager. Donc, c'est bien. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
Bon, et Teddy, puisque tu n'as pas eu beaucoup de temps pour jouer avec, on va se tourner vers Ellie qui a plongé les mains dans Google Photos. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, bon, juste un tout petit peu, parce que c'est une annonce très récente, donc je l'ai téléchargée. Un certain nombre d'infos intéressantes. D'abord, le stockage de photos est illimité. Il y a Walt Mossberg du ex-Wall Street Journal et maintenant Recode qui a fait un test un peu complet du produit et qui, lui, pour démarrer, a uploadé 36 000 photos. 36 000 photos haute résolution. Et ça lui a pris 4-5 jours quand même. Hein. Mais c'est gratuit. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a toute une série de classements automatiques de l'application qui sont assez sympas. C'est-à-dire qu'évidemment, il va trouver les têtes, évidemment, il va trouver les lieux, mais il va trouver aussi des thèmes. Par exemple, s'il y a des photos qui parlent de plantes, il va les classer par plantes. Et s'il y a des photos qui parlent de voitures, il va les mettre dans voiture automatiquement. Donc c'est assez intelligent, c'est très rapide. Et il y a aussi des petits effets de retouches, etc. Donc c'est très intuitif et l'interface est assez agréable. Alors moi, ce que j'ai vu surtout, c'est effectivement que les algorithmes de recherche sont assez violents, en le sens où il peut trouver des trucs, tu lui mets. J'ai eu un moment quelqu'un qui me montrait une photo avec 2 écrans, c'est Nintendo DS, tu tapes juste DS et il la trouve dans les résultats de recherche. Donc c'est franchement puissant, c'est assez bluffant en termes de capacité de recherche. Moi, la seule question, c'est est-ce que j'ai envie d'aller mettre mes photos chez Google. Il y a quelques années, j'avais fait un article sur mon blog où j'expliquais pourquoi j'avais dégagé justement Google de ma vie, à peu de choses près, et j'utilise quasiment plus les services de Google parce que le problème, c'est la notion de vie privée chez Google qui est très aléatoire. Et donc du coup, l'avantage du service, c'est qu'il est gratuit, mais vous savez ce qu'on dit évidemment, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et le client de Google, c'est pas l'utilisateur, c'est l'annonceur, n'est-ce pas ? Donc Google se fait son argent sur la pub uniquement, ils font pas d'argent tellement autrement, c'est 90% de leurs revenus. Donc mettre mes photos personnelles et autres chez Google, je ne suis pas sûr, même si je pense qu'il y a d'autres choses. Enfin voilà, je sais pas. C'est toujours la même chose. C'est est-ce que les avantages contrebalancent l'intrusion entre guillemets dans une vie privée ? Est-ce que Google vraiment sécurise ? Alors, ils ont fait quand même un gros effort apparemment, puisqu'il y a maintenant un vrai centre de contrôle de la vie privée chez Google. C'est une bonne chose, très bonne chose. Mais Apple peut toujours se positionner là-dessus en disant nous, peut-être qu'on fait payer plus cher, mais on sécurise vos données et surtout on ne va pas chercher des informations de votre vie privée. C'est toujours une question. C'est drôle parce qu'à chaque fois que j'essaie de passer sur la vidéo de Recode, je tombe sur Walt Mossberg et pas sur Google Photos. Ça y est, on en voit un petit bout. C'est la vidéo que vous pouvez trouver sur Recode, vidéo du test de Walt Mossberg, donc cet ancien du Wall Street Journal, d'ailleurs, qui nous avait fait croire à l'époque du lancement de l'iPad qu'il sortirait à $1000, alors qu'il est sorti 2 fois moins cher. Voilà. Ça faisait partie de la campagne de communication d'Apple pour provoquer un sentiment de bonne surprise. Comme tu dis. Walt Mossberg y avait largement contribué, le coquin. Ça balance. Autre sujet, les amis, on a beaucoup parlé de l'USB-C, ce nouveau connecteur qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est loin d'avoir encore convaincu, d'autant qu'apparemment les adaptateurs sont très très durs à trouver. Ellie, est-ce que tu en as toi pour tes clients ? Alors oui, on a reçu ceux d'Apple, donc on a reçu les câbles et on a reçu les sorties HDMI et VGA qui étaient à 89 € avant qu'Apple augmente ses prix. Hein. Donc maintenant, je pense que ça doit être pas loin de 100 €, 95, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas donné. Et heureusement, au MedPi, on a pu découvrir toute une gamme de produits moins chers. Donc bon, ça commence à arriver cette semaine, donc on va enfin avoir des adaptateurs Ethernet gigabit, on va enfin avoir des adaptateurs HDMI ou des câbles HDMI simples, mais pour moins de 40 €. Ouais. Et donc j'en ai vu une dizaine au MedPi. Donc ça y est, ça arrive. Ça arrive. Oui. Bon, tu sais que face à l'USB-C, ou en tout cas pas tout à fait face, parce que ça va être compliqué à expliquer, Thunderbolt n'est pas mort, visiblement, même si le port disparaît, puisqu'on nous annonce déjà la 3e génération de Thunderbolt. Et oui, et c'est Intel. C'est Intel qui en parle, pas Apple. Ouais. Et la bonne surprise, c'est que Intel dit, ben voilà, c'est 2 fois plus rapide que Thunderbolt 2, ce qui était déjà très très rapide. Mais en plus, c'est USB-C. C'est magique, enfin compatible, on va dire, prise USB-C. Alors, pour être clair, c'est le protocole Thunderbolt, mais qui passe par un connecteur USB-C. On est bien d'accord. Exactement, c'est ça. C'est pas simple à expliquer, hein. Bah si, c'est simple à expliquer. Aujourd'hui, ton port Thunderbolt, avant, c'était un port DisplayPort. Voilà, c'est pareil. C'est vrai.
Bah, c'est pareil. Avant, c'était un port vidéo. Maintenant, c'est un signal, c'est aussi un signal, ça transporte 2 signaux. Voilà. Bah, là, tu auras un port Thunderbolt sur lequel tu branches un connecteur qui sera l'USB-C. Alors, ça risque de rajouter la confusion, parce que oui, c'est ça. La question, c'est de se dire, tu auras des ports USB-C qui seront USB-C, mais tu auras aussi des ports Thunderbolt qui sont USB-C. Alors, il n'est pas évident, peut-être qu'Apple prenne cette solution-là. J'en sais rien. Enfin, on verra comment ça se passe, mais ça va être peut-être un peu compliqué. Ouais. Bon, après, le design du connecteur USB-C est plutôt un bon design. D'ailleurs, le Lightning a été utilisé comme base de travail pour l'USB-C. Et il y a une bonne raison à cela. La question surtout, c'est quel est l'avenir du Lightning chez Apple, quoi. Alors, on va rappeler, le Lightning, c'est ce qui a donné naissance au Thunderbolt chez Apple. Non, ça a donné. Enfin, non, pas vraiment. Le Thunderbolt est arrivé avant le Lightning, donc non. Le connecteur en lui-même, hein? Lightning, c'est le nom du Thunderbolt chez Intel, on est d'accord? Non, Lightning, c'est ce qu'on utilise sur les iPads et les iPhones, c'est le nouveau connecteur. Pardon, t'as raison. C'est celui-là, le Lightning. D'accord. Et attends, quel était le nom de la technologie chez Intel pour Thunderbolt? C'était Thunderbolt. Non, il y avait un nom, Benjamin a raison, qui ressemblait à du Lightning. Lightwire ou un truc comme ça, enfin je sais pas, il y a un truc qui ressemblait à ça. Si vous avez la réponse d'ailleurs, envoyez-nous un tweet avec iWeek TV. Lightpeak. Voilà, on cale là-dessus. Tu as trouvé Lightpeak. Lightpeak, exact. Bon, après ce grand débat, Lightning, tu vois, la confusion était. Voilà. Donc la question, qu'est-ce qu'il y en a du connecteur Lightning chez Apple au niveau de l'iPod? Est-ce qu'il va aussi passer en USB-C? Ce serait plutôt la solution la plus logique, solution d'avenir, on dira. Mais ça va peut-être pas se passer tout de suite. Je pense que s'ils le font, ce sera pas avant 2-3 ans. Ouais. Ou alors si, peut-être qu'ils peuvent dire, prochaine génération, finalement, on passe en USB-C. Et comme ça, tous ceux qui ont acheté les adaptateurs Lightning, ça serait bien content. Voilà. Bon, en tout cas, ça veut dire que l'USB-C est bien parti pour s'imposer comme mais je pense qu'on est au même niveau, si tu veux, que l'USB sur le premier iMac quand il est sorti. C'est qu'en fait, on avait très peu de périphériques à la sortie. Bon, encore, là, il y a des adaptateurs qui vont arriver relativement vite, donc ça veut dire que les périphériques USB pourront être utilisables assez rapidement. Mais l'USB, au départ, il n'y avait rien. Quand l'iMac est sorti, il y avait une imprimante, et puis voilà, et les claviers Apple et les souris Apple. Et puis après, ça s'est démocratisé, ça s'est poussé petit à petit, puis voilà. Il n'y a pas d'ailleurs que l'iMac qui a poussé l'USB. À l'époque, Windows 98 arrivait avec le support l'USB, les constructeurs PC voulaient y aller, ça a pris du temps, mais voilà, on y arrivait quand même. Teddy ? Mais il y a déjà un constructeur PC qui vient d'annoncer, Asus a annoncé un portable avec USB-C comme connecteur uniquement. Ils ont lancé une montre aussi très rigolote. La ZenWatch 2. Ouais, la fameuse ZenWatch 2. Le rire absolu, tiens. Qui a un petit air de ressemblance, c'est vrai, en termes de design avec... si peu. Avec l'Apple Watch. Teddy, juste, tu trouves pas que Guillaume parle super vite aujourd'hui? Ah, désolé. Qu'est-ce que tu débites, Guillaume? Faut me le dire, c'est parce que mon cerveau travaille. Ça tourne vite. Hein. Bon, on va voir si tu es aussi prolixe sur Microsoft Wi-Fi. Oh. Ah là là. Ah, j'ai trouvé un moyen de te calmer, tiens. Non, mais j'ai pas lu l'annonce, donc j'ai pas vu ce qu'ils offraient réellement. Qui nous a glissé cette news dans le conducteur? Moi. C'est toi, Eli? Raconte-nous ce que c'est. En fait, Microsoft cherchait des façons de fidéliser sa clientèle autour de Office 365. Donc, ils ont commencé par proposer de l'hébergement gratuit. Et puis, après, il y avait une technologie dans Skype qui s'appelle Skype Wi-Fi qui permet de trouver des hotspots. Et ils se sont dit, et si on proposait à nos clients qui achètent l'abonnement Office 365 un accès Wi-Fi gratuit dans la plupart des villes des États-Unis? Commençons par là. Après, le reste du monde viendra. Et en disant, voilà, vous allez avoir du Wi-Fi haute vitesse, haute qualité partout, si vous êtes évidemment abonné à Office 365. Ça motive, tu le disais, ça motive pour s'abonner, c'est ça? C'est ça. Ouais. Après, qu'il y ait du Wi-Fi, c'est bien. Disons que vu le réseau aux États-Unis, c'est bien qu'il y ait du Wi-Fi, oui, c'est sûr. Bon, je dis ça, c'est pas une critique, hein, c'est juste que voilà, on sait que les réseaux téléphoniques sont pas forcément géniaux puisque l'État est très étendu et qu'il y a c'est un peu compliqué chez eux. Donc du coup, le Wi-Fi est quand même très sollicité, peut-être plus qu'en Europe, on commence à avoir des bons réseaux 4G, je pense. On va revenir à Apple.
Guillaume. Alors, avec un changement de titre et de poste pour Johnny Ive, et moi, je me pose pas mal de questions sur cette évolution. Qu'est-ce qu'elle implique? Qu'est-ce qu'elle cache peut-être? Johnny Ive, donc le grand patron du design chez Apple, hein, le père de tous les produits Apple depuis le Spartacus. Non, depuis le Spartacus. Depuis le Spartacus, non, c'est vrai. depuis bien avant, puisque même il a bossé sur les 9600, il a bossé sur l'imprimante laser 8500, sur le Newton. C'est marrant, il en parle moins de cela, mais bon, parce qu'il il était stagiaire à l'époque. Qui était lié. Non, mais bon, c'est aussi comme ça qu'il s'est fait connaître chez Apple. Il a bossé sur des produits avant que Jobs arrive. Hein. C'est vrai. En tout cas, il évolue. Alors, on ne pensait pas que c'était possible parce qu'il était déjà vice-président avec son titre de commandeur de l'Empire britannique, etc., etc. Mais bon, il change quand même de casquette. Il devient Chief Design Officer. C'est un poste qui n'existait pas. Hein. Et en fait, il laisse, entre guillemets, il passe son poste à deux de ses bras droits, on va dire. Qui récupère son titre. Ça veut dire qu'il prépare, c'est le début de la retraite pour Johnny Ive ou... Déjà, il se libère de la touche, comme c'est dit dans l'article de Macplus.net, c'est qu'il se libère de tout ce qui est la gestion, administration, parce que c'est pas son truc, quoi. Donc, et par la même occasion, se libérer aussi du temps pour, je crois que c'est en fait pour que ces deux filles aient une éducation un peu à l'anglaise, donc il va voyager beaucoup, je pense. Et bon, voilà, c'est en ce sens, à mon avis, que les modifications sont faites. Donc vous le voyez. Pourquoi il a récupéré le jet privé de Steve. Donc il a besoin de voyager. Voilà, il l'a racheté. Hein. Oui. Il l'a racheté sur ses deniers propres. Oui. La question de fond, c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette évolution pour Johnny Ive ou pas? Non. Est-ce qu'il aura toujours autant Est-ce qu'il sera toujours aussi présent? Est-ce que... Non, il va prendre de la hauteur, il va prendre du recul. Donc, il ne sera pas vraiment la main dans le cambouis comme avant. Donc, il va donner des directions à ses équipes, mais il ne sera plus au niveau des détails. Alors que quand on sait que Steve était un maniaque des détails et que Jonathan Ive l'avait suivi là-dessus, prendre du recul, ça veut dire justement s'éloigner du détail. Ouais. Donc, peut-être consacrer davantage de temps à ce qui est vraiment ce qu'il sait faire le mieux. Et peut-être faire quelque chose de plus homogène autour d'Apple. C'est-à-dire qu'en fait, s'assurer que l'expérience Apple est plus homogène, que ce soit au niveau des appareils, que ce soit au niveau des logiciels, que ce soit au niveau de l'expérience utilisateur, que ce soit au niveau de leurs locaux, etc., puisqu'ils bossent aussi sur le Campus 2. Enfin voilà, c'est peut-être quelque chose de plus, un sens de design peut-être plus global dans l'entreprise et pas limité forcément qu'à la partie purement appareil. Ouais. Ok, ben on va suivre ça dans les semaines et les mois qui viennent, évidemment. Toujours du côté d'Apple, du staff, on sait désormais qu'Angela Arendt, la patronne des Apple Store, aime beaucoup faire des vidéos qu'elle envoie dans le monde entier aux employés des Apple Store pour leur donner les consignes qui vont bien. Apparemment, l'une des dernières vidéos en date indique que l'Apple Watch pourrait être bientôt retiré en magasin pour ceux qui la commandent sur Internet. Ouais. Est-ce que ça veut dire que l'Apple Watch se rapproche des APR ou pas, Elie? Probablement. Pour l'instant, non, pas de nouvelles. Évidemment, dès qu'on a vu ça, j'ai immédiatement interrogé Apple en disant « bonne nouvelle ». Donc nous allons avoir l'Apple Watch bientôt. Et pour l'instant, on travaille dessus, faites-nous confiance, soyez patients. Mais ça ne veut pas dire vous l'aurez en juin, hein, c'est ça le problème. Voilà. En tout cas, a priori, je pense que ceux qui l'ont commandé commencent à la recevoir. Les chiffres, des chiffres qui ne sont pas des chiffres Apple, mais indiquent 2,5 millions d'Apple Watch livrés pour 7 millions d'Apple Watch commandés. C'est ce que tu as vu aussi, ce que vous avez vu aussi? Absolument. Oui. Pas ça confirmé par Apple. Hein. Alors, attends, tu as vu qui a donné quel est l'analyste qui a donné les chiffres? Oui. Ou pas? Ah, c'est Trip Chaudhry. Alors, comme ça va. C'est un des pires analystes Apple qui existent. Hein. C'est un gars, non, mais il a fait des prédictions. Genre, l'année dernière, il avait prédit, de toute façon, si Apple, en mai dernier, il avait dit, ouais, mais si Apple n'annonce pas une montre dans les 60 jours, Apple est morte et enterrée. C'est techniquement ce qu'il a dit. Je ne mens pas. Et il est reconnu pour avoir dit vraiment beaucoup d'âneries et c'est catastrophique. Donc, bon, ce gars-là, quand il dit quelque chose, faut pas l'écouter. Simplement, vous passez à autre chose. Non, mais je plaisante pas. En plus, il y en a quelques-uns dans le monde d'Apple. Faut surtout pas les écouter. C'est comme, je sais plus comment il s'appelait cet analyste à une époque qui était aussi très connu dans le monde Apple pour dire beaucoup de bêtises. Donc, faut pas.
Bah, il y a Gene Munster qui a fait amende honorable sur la Gene télé. Munster, lui, voilà, il avait une ambition sur un truc, mais il sortait pas des trucs aussi énormes que ce que a pu sortir Trip Chaudhry, quoi. Bon. Trip Chaudhry, c'est quand même le mec qui lui disait, mais le board d'Apple est incompétent, il faut virer Tim Cook et il faut amener John Rubinstein à la tête d'Apple. Voilà. Rubinstein, le mec qui a enterré Palm, quoi. Donc oui, pourquoi pas. Bon, ça n'arrivera pas. Non. Donc les chiffres à prendre avec des pincettes. Bon, il nous reste 4 minutes. Des pelles à tarte. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de prendre ? Tiens, à propos d'Apple Watch, la recharge de l'Apple Watch par ce petit port diagnostic, un peu le même type de port que ce qu'on trouve sur les voitures. On gagne quoi, genre 5% ? Waouh. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Moi, j'ai vu la vidéo, bon. Ouais. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas un gain phénoménal, hein, quand même. Aucun intérêt. Tu cherches à accéder au port pour recharger alors que t'as le connecteur MagSafe qui est super pratique. C'est ça. Qu'est-ce que tu disais, Teddy ? Quand on voit la vidéo, il n'y a quand même pas un gain phénoménal, quoi. C'est de l'ordre de 5%, donc ça vaut pas le coup, quoi. Bon, donc voilà, c'était bien d'essayer, bravo à ceux qui ont réussi, mais rien de particulier. Il y a une info assez sympa que j'ai relevée tout à l'heure. C'est un brevet Apple qui concerne les écouteurs. Alors, vous savez, ces casques blancs qu'Apple a rendus célèbres. Alors c'est une technologie qui est assez sympa. Vous savez qu'on est assez souvent, finalement, surtout quand on est jeunes, comme nous, on est amené parce qu'on n'a qu'un seul casque, à partager les écouteurs en deux. Et on se met chacun un écouteur dans l'oreille. Apparemment, la technologie permettrait d'utiliser chaque écouteur en réunissant les deux canaux stéréo. Oui. Et en envoyant dans chaque écouteur les deux canaux stéréo au lieu d'un seul, ce qui est le cas quand on le partage. Et en nettoyant automatiquement les écouteurs pour éviter de se choper les impuretés de l'autre. Voilà. Et 50 ans après, Apple invente le mono. C'est quand même extraordinaire. Ils ont inventé le mono. Wow. Exactement. Et il y a une autre fonction qui est sympa, c'est qu'on peut aussi, avec cette techno, on peut envoyer une chanson différente dans chaque écouteur. Ah, ça c'est rigolo. Par contre. Voilà. Bon. Et comment on utilise la télécommande ? Parce que ça doit être ça, chaud, je sais pas. Bon, il t'arrive toujours au détail, Ellie. Ça impliquera forcément des petits réglages supplémentaires dans les applis, dans les réglages son notamment, j'imagine. Mais voilà, c'est fait partie des pistes sur lesquelles travaille Apple. Alors, attention, c'est un brevet, ça veut pas dire que ce sera dans le prochain iPod ou le prochain iPad ou iPhone, hein, évidemment. Non, il y a beaucoup de brevets qui débouchent sur rien, en tout cas sur rien à court terme. Tiens, on va terminer en parlant de Nintendo, Guillaume. Ah, yes. Parce que le 3 à Los Angeles, le grand salon mondial du jeu, ça commence le 16 juin, donc dans exactement 2 semaines. Et on parle d'une nouvelle console, d'une prochaine console chez Nintendo qui s'appelle la NX. NX, ouais. Et apparemment, elle ne tournera pas sous Android. C'est Nintendo. Mais il faut arrêter de dire que c'est une console. En plus, alors voilà. Alors, déjà, il y a une rumeur qui hier disait la Nintendo NX tournera sur Android. Le lendemain, la rumeur, évidemment, a été vraiment tuée dans l'œuf par Nintendo. Mais ils n'ont jamais annoncé que c'était une console. Ils ont dit que c'était une plateforme. Alors, c'est une plateforme Nintendo NX. Il n'a jamais été dit que c'était une console. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait une annonce en disant il y aura Nintendo NX. On ne sait pas ce que c'est. Voilà, il y aura Nintendo NX. Point. Mais on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être un service de jeu en réseau, ça peut être autre chose. On ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière la Nintendo NX. On en saura peut-être plus à l'eCube. Voilà. Tu dis quoi, toi, l'eCube ? eCube. Est-ce que ce sera. Oui, tu penses que ce sera dévoilé dans 15 jours ? Pas sûr. Ils ont lancé pour l'année prochaine, c'est pas sûr que ça annoncé, mais j'attends avec impatience la conf de Nintendo qui devrait être très sympa comme d'habitude. Bon, rendez-vous dans 15 jours pour le 3 et nous on se retrouve donc lundi prochain, horaire inhabituel pour iWeek, donc dès 18h30 vous pourrez suivre avec nous en direct, en temps réel et en intégralité cette conférence. Ça va être la méga teuf. Cette keynote de la conférence mondiale des développeurs Apple en direct et en duplex de San Francisco. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce 34e iWeek saison 2. Salut Teddy, merci. Salut, merci à toi et puis à lundi alors. Et à très vite sur myteddyland.net. Guillaume Jette. Salut, c'est moi. Salut, merci d'avoir été au rendez-vous. Et puis Ellie, comme d'habitude, toujours un plaisir de te retrouver pour iWeek. Passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de l'heure de cette rediffusion. On vous souhaite une très belle semaine sur Watch où les programmes continuent. Salut et à bientôt.